Bonjour à toutes et à tous. Merci de rejoindre ce webinaire consacré à LOL Artist. Alors, je me présente, je suis Serge Chada, je suis à la fois enseignant à l'Université Paris 3 et en même temps responsable du programme de formation à la médiation culturelle du réseau Culture du Cœur. Euh, Vous parler d'abord de Allo l'Artiste, c'est ne pas ignorer un contexte dans lequel est né Allo l'Artiste, c'est-à-dire que depuis plus de 20 ans, Culture du Cœur favorise l'accès aux équipements culturels, à la culture et aux pratiques artistiques aux personnes les plus vulnérables, avec cette volonté de leur permettre de franchir le seuil de lieux qu'ils n'auraient pas franchi forcément spontanément, et de travailler sur des questions d'insertion par la culture, de phase de socialisation, etc. Le Culture du Cœur existe, je dis, depuis 20 ans, se fait l'écho à la loi de juillet 98 du libre accès à la culture comme droit fondamental après la nourriture et les soins. C'est important à dire parce qu'on pense que les pratiques culturelles sont des vecteurs de mobilisation et depuis des années, on propose des invitations de spectacles. Alors, finalement, pour présenter un peu Culture du Cœur, c'est important de dire qu'on se situe à l'interface de 5000 partenaires sociaux et de 9000 partenaires culturels. Les 9000 partenaires culturels s'engagent à proposer des invitations qui sont relayées par les partenaires sociaux qui font de la médiation culturelle. Ce sont des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés. Tous les métiers du social sont convoqués et qui permettent à des personnes qui ne seraient pas allées spontanément dans un opéra, dans un théâtre, dans un lieu de concert, d'y avoir accès et gratuitement. Alors c'est un des premiers points que je voulais évoquer, c'est cette gratuité, on y tient parce qu'elle est considérée comme un barrage en moins à la fréquentation des lieux culturels. Le deuxième point qui nous semble assez important pour Culture du Cœur, c'est le libre choix. Alors le libre choix, il n'existe pas toujours tout de suite, hein, c'est-à-dire qu'on pense qu'une action de médiation est assez réussie si la personne a choisi librement sa sortie. Alors généralement, c'est après une sortie réussie, après un certain nombre d'échanges qui ont eu lieu dans des permanences culturelles tenues dans les structures sociales, que les personnes commencent à orienter graduellement leur choix, à émettre des désirs de sortie. Le, le, le troisième point qui me semble central, c'est la question de la mobilité des publics, hein, de la mobilisation des publics. On travaille pour une double mobilité, on peut dire, une mobilité physique des personnes qui vont investir des territoires culturels qu'ils s'interdisaient ou qu'ils ne se sont pas forcément toujours interdits, mais qui s'interdisent pour des raisons d'économie, pour des raisons sociales, pour des raisons parfois qui vouent les publics à se sentir à vue dans ces lieux culturels. Et puis, la question de la mobilité fonctionne avec la question du libre choix, c'est-à-dire qu'on estime que ce qui nous intéresse, c'est que les publics s'approprient véritablement ce dispositif et puissent, dans la pluralité même des sorties qu'ils vont faire, acquérir une certaine agilité de choix, une certaine agilité de participation, se déterminer sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils aiment moins, et puis d'aller au-delà aussi, ça je le dis souvent, d'aller au-delà du j'aime ou je n'aime pas, mais de convoquer finalement une parole un peu diversifiée où la perplexité, le rejet, le refus des œuvres proposées peuvent avoir leur place aussi. Le quatrième point, on y reviendra, c'est qu'on voudrait, et ce n'est pas le cas hein, à Culture du Cœur, ne pas être réductible à une billetterie solidaire, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les acteurs sociaux qui relayent notre action mettent en place dans leur structure sociale un lieu dédiés à la culture, de préparation, de retour de sortie, d'accompagnement. Alors, je plais à dire parfois, sont des utopies temporaires, hein, où il y a des échanges, où les personnes peuvent prendre librement la parole sur ce qu'ils ont vu, ils peuvent assister à ce que d'autres personnes ont vu, et avec la crise sanitaire, ces éléments-là ont été remis en cause. Il faut le dire qu'au niveau de Culture du Cœur, on développe aussi un observatoire de la médiation culturelle, on développe aussi des projets régulièrement, sur toute la France. On a à peu près 35 antennes de territoire, structures territoriales et 13 coordinations régionales qui sont présentes sur toute la France, et une antenne, une structure Culture du Cœur au Québec, à Sherbrooke, dans la ville de Sherbrooke. Euh, Avec cette crise sanitaire, je disais, la question de la sortie culturelle a été très clairement remise en cause et il a fallu réinventer un dispositif qui permettrait à des publics d'avoir accès encore à des formes de spectacle, des paroles dites, des paroles données,
par des artistes sur des temps courts et dans des salles virtuelles. Alors, l'équipe de Culture du Cœur a imaginé cela, par téléphone. C'est important parce qu'on y reviendra, tout à l'heure. Il y a une prolifération de ce type de dispositif. Nous, on est resté sur, l'écoute de textes, de tout ordre, que ce soit des textes, des chansons, des morceaux, des propositions artistiques moins identifiables. Et il y a eu, je ne sais pas combien, Alice et Monia, vous me direz, mais il y a eu à peu près 200 artistes qui se sont impliqués sur le dispositif Allo l'Artiste. Oui, c'est ça, Mmh. plus de 200. Voilà, plus de 200 artistes qui clairement, on reviendra sur comment fonctionne, je pense que vous reviendrez sur comment fonctionne le dispositif. J'ai participé moi-même à ma juste mesure, hein, en essayant de lire des textes que j'avais écrits il y a 20 ans et d'avoir un échange virtuel avec les participants dans cette salle temporaire. Euh, voilà, on va revenir un petit peu sur les détails de l'artiste. Je voulais dire que voilà, à un moment, comme pour beaucoup de structures, s'est posé la question, à partir du moment où le présentiel, où la relation était remise en cause la crise sanitaire, on a inventé un dispositif qui, bien sûr, ne remplacerait pas la relation directe aux personnes, la sortie théâtrale, la sortie muséale, mais qui pourrait apporter quelque chose de temporaire, alors qui ne va pas rester temporaire, je crois, parce que ça a eu un certain écho, et qui pourrait apporter du réconfort aussi aux personnes, parce que ce qui me semble important, avant de parler du public vulnérable qui peut les stigmatiser davantage, avant de parler de personnes démunies, ce qui nous importe, c'est de proposer des temps de plaisir à des personnes euh, pendant cette période. Voilà. Je vais passer la parole à Alice, Monia. Prenez la parole comme vous voulez pour présenter le projet. Je ne sais pas comment vous avez prévu votre prise de parole. Beh, je vais commencer peut-être pour contextualiser et après on donnera peut-être la parole d'ailleurs à Christine, pour illustrer, qui est une des artistes qui a pris part à ce dispositif. Donc moi je suis Alice, donc Pauline, je suis chargée de mission, à Culture du Cœur, à la tête de réseau et effectivement, j'ai été en charge de lancer ce beau projet dans un contexte un peu compliqué, hein, qu'on connaît toujours un peu actuellement. Donc Serge a bien, présenté les enjeux, c'était vraiment de pallier, hein, en premier lieu à l'arrêt brutal, des invitations et des sorties, qu'on propose nous habituellement sur le site de Culture du Cœur. Donc il a fallu, on a été aussi interpellés, hein, par nos partenaires sociaux, les gros réseaux. Ils ont dit: «Bah, voilà et qu'est-ce qu'on peut offrir aujourd'hui à nos publics, qui sont, extrêmement isolés, qui subissent aussi la fracture numérique», hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'offres, alternatives sur le numérique, au niveau des lieux culturels. Mais on s'est rendu compte que beaucoup de nos publics étaient, privés, de cet accès pour des raisons, mauvais outillage effectivement et puis, équipement et puis aussi, pas forcément l'habitude de ce type de pratique. Donc on a franchement, on n'a pas forcément conceptualisé les choses au départ, mais on s'est dit: «Qu'est-ce qui pourrait permettre de prolonger, des pratiques culturelles, de la manière la plus simple, la moins onéreuse, la plus adaptée par rapport aux personnes, les plus démunies?» Et puis, bah, voilà est arrivé, en tête, en 1er lieu, bah, le téléphone. Donc on s'est dit, c'était un peu un défi, on savait pas vraiment ce que ça allait donner. C'est complètement de l'expérimentation, mais on s'est dit qu'il fallait absolument, tenter l'expérience, bon, pour permettre donc, les objectifs, c'était de lutter contre les inégalités d'accès aux ressources culturelles, bien évidemment, qui étaient renforcées en cette période de confinement. Offrir, comme l'a dit Serge, c'était très important, un moment de détente, d'évasion, d'atténuer peut-être aussi le sentiment d'enfermement qu'on a tous eu, pendant cette période de confinement. Générer et maintenir du lien social pour des personnes extrêmement, exclues et seules. Et puis aussi, ça c'était vraiment ça c'est un peu la touche et l'identité de Culture du Cœur, c'est qu'autour de l'expérience de découverte culturelle, il y ait des moments de partage et d'échange. Donc on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe et Monia viendra illustrer parce qu'elle anime, beaucoup de séances, Allo l'artiste, à nos côtés. Voilà donc le principe très simple et puis après je donne la parole peut-être pour une illustration, c'est simplement
des gens qui appellent de la France entière, hein, à un créneau, à un horaire, et à une date donnée. En général, c'est le mardi à 15 heures et le, jeudi à 17 heures. En tout cas en ce moment, puisque lors de la 1er confinement, on avait, 3 séances par jour pendant 7 jours sur 7, donc c'était vraiment très intensif. On est plutôt sur une fréquence un peu plus diminuée. Donc c'est un système, d'audio, conférence, jusqu'à 50 personnes peuvent appeler au même moment un numéro de téléphone, un numéro fixe, pour écouter donc pendant à peu près, 40 minutes, 1 heure, une histoire, une scénette, une chanson, un poème, et puis ensuite échanger avec l'artiste, de manière assez libre. Et ce dispositif ne fonctionnerait pas sans une mobilisation très forte, et on a été très touchés par, l'engagement de nos partenaires, les artistes en premier lieu. Comme disait Serge, on a eu plus de 240 artistes qui se sont portés assez spontanément, volontaires, hein, des artistes qui n'étaient pas forcément dans le réseau initialement, donc qui ont vraiment répondu à un appel, sur les réseaux sociaux notamment. Donc ce sont des artistes bénévoles, il faut quand même le souligner, et c'est un bel engagement de leur part. Et puis, pareillement, on a eu, à peu près 200 structures sociales qui se sont dites, prêtes à relayer, le dispositif auprès des personnes, les plus précaires, et accompagner, cette première connexion vers, vers le dispositif. Voilà un petit peu pour le cadre général. Peut-être on peut donner la parole à Christine ou Monia? Oui, je ne sais pas. Monia, peut-être? Bah, écoutez, Alice a bien résumé la chose. Donc, Oui. moi, je m'occupe principalement de la programmation et l'animation d'Allo l'artiste avec d'autres structures de culture du cœur qui programment également et qui animent également. Et du coup, bah, c'est moi qui ai programmé Christine Charpentier à plusieurs reprises. Et du coup, je pense que tu peux nous dire un peu ton ressenti, comment ça s'est passé, ce que tu as fait durant ton intervention et les retours que tu as pu avoir. Oui, volontiers. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pardon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, donc, ça a été une très, très belle expérience parce que du jour au lendemain, être conteuse dans une salle où vous retrouvez 20, 30, 40, 50, 100 personnes, à être conteur, ma foi, dans sa salle de bain devant son miroir, c'était bien, bien triste. Et l'expérience à l'All Artist, ma foi, c'est rendez-vous téléphoniques plusieurs fois par semaine avec des gens, voilà, un public qui avait des oreilles avides d'histoire ou de, bon, pour moi qui suis conteuse, mais sinon de chansons, de poésie, de lecture de prose, tout ça, c'était vraiment, parce que je me suis aussi placée en tant que public, hein, pour voir ce que proposaient les copains et les copines. Voilà, c'était un très beau moment où à nouveau, on avait plaisir à, non pas à voir, hélas, mais au moins à entendre des voix enthousiastes, des voix curieuses, des voix gourmandes, je l'ai déjà dit. C'était plaisant ben, on voit d'avoir ce petit coup d'adrénaline juste avant la connexion téléphonique, qui au demeurant ont très bien marché. Bravo, bravo. J'avais un peu peur de la technique, mais ça s'est toujours très bien passé. Micro ouvert, micro coupé, voilà, on avait des bonjours, puis après on coupait les micros, on pouvait faire notre proposition donc de lecture ou de chanson, puis ensuite on réouvrait les micros et là on pouvait communiquer avec nos copains et copines à l'autre bout du fil. Voilà, c'était des moments intenses, vraiment intenses en émotion, parce qu'ils nous coupaient de cette solitude, parce qu'on était solidaires dans cette galère, chacun chez soi, et heureux d'avoir des histoires sur lesquelles évoquer nos ressentis. Donc, bon, à l'époque, j'ai entendu, Alice, que tu disais 1 heure. Moi, j'ai fait partie de la première phase à l'Olartis qui était de 20 minutes à peu près, hein. C'était des créneaux un peu plus courts Oui, parce que sur ça dépend. l'intervention, Oui, artistique. Après effectivement, artistique les échanges, pouvaient, pouvait, parfois durer, pouvait parfois dire. et Ouais, aujourd'hui on a mis un petit peu plus l'accent d'ailleurs sur ces échanges. On a une d'accord. animatrice, ce qui n'était pas toujours le cas sur, la 1re phase du projet. Oui, Aujourd'hui, on a toujours une animatrice, en l'occurrence la Monia, mais pas Monia, seulement, d'accord, qui vient, un peu réguler les échanges, relancer, ouvrir le débat d'accord. et les temps d'expression. Donc Voilà, ça ok. dé voilà, on Ouais, va plutôt vers des 45,
60 minutes aujourd'hui. D'accord, excellente nouvelle, oui. Et on était, enfin voilà, moi, j'étais vraiment donc ravie de pouvoir retrouver des oreilles hein, du public et puis ravie d'entendre dans les voix des personnes avec lesquelles nous étions connectés le bonheur de ces rendez-vous, quoi. Et on avait de cesse d'entendre oh, merci, c'était super, merci, ça nous fait du bien. Merci, qu'est-ce que c'est chouette et c'est diversifié et ça nous oblige voilà, à avoir l'œil sur l'horloge, à organiser sa journée. Hein. C'était des moments qui réglaient un peu la journée. Voilà, on était heureux vraiment de se retrouver et merci de m'avoir accepté dans votre beau dispositif. Voilà le retour que je peux vous faire. À vous entendre, c'est un dispositif de médiation, quoi qu'il arrive, hein, parce qu'on est au département de médiation culturelle et je trouve que c'est assez intéressant de voir que ce dispositif fait œuvre de médiation sur la base d'un support assez original, hein, son originalité, je trouve qu'il la puise véritablement du fait que ça reste au téléphone, que ce n'est pas audiovisuel, justement. Mhm. Ça part du principe que l'imaginaire de la personne qui va se rendre sur cette salle virtuelle va pouvoir divaguer sur la proposition artistique, va pouvoir flâner sur ce qui se dit, etc. Bah, Ouais. c'était un petit peu un exercice inédit, hein, pour pas mal d'artistes. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, Christine, mais c'était complètement, nouveau. Ah, complètement nouveau. Oui, oui, complètement nouveau, absolument. Oui, complètement nouveau et un exercice qui est bien différent de ce que nous proposons habituellement. Enfin, je parle toujours hein, en ce qui concerne le conte. Quand tu es en face, dans une salle en face d'un public, tu as des regards, tu as des sourires, tu as des mimiques, tu as des réactions voilà, spontanées. Et là, on est en face de son micro, quoi, et on est en face de son écran. Et, bon, au début, c'est un peu déstabilisant parce que voilà, tu as ta parole et en face de toi, ben, voilà, tu n'as rien. Voilà. Et donc, il y a il y a une autre recherche au niveau de la musicalité de la voix, une autre découverte du poids du silence que tu peux mettre dans ta phrase. Il y a une autre façon aussi de faire vivre ce que tu proposes parce que tu es dans voilà, dans une bulle. Tu sais que de l'autre côté de ton téléphone, il y a des gens qui sont là, mais là, tu es dans ta bulle et donc tu proposes quelque chose de complètement différent et ça m'a obligée à travailler ce que j'allais proposer pour rendre mes phrases, mes mots, mes contes les plus audacieux possibles dans tout ce qu'ils pouvaient proposer comme rencontre et comme le disait Serge, hein, comme création d'images et comme invitation au voyage avec les gens d'en face. Ça a été vraiment une découverte, quoi, une nouvelle découverte. Oui, puis, comme dit Serge, on l'a pensé aussi comme un format de médiation culturelle parce que, la valeur ajoutée de ces créneaux, c'est d'avoir ce temps d'échange, temps d'accueil aussi, peut-être que Mhm. Monia pourra en parler parce que le temps d'accueil qui précède, l'intervention de l'artiste, il est, je trouve, très important. C'est un Oui, temps d'échange informel où les gens, bah, s'ils le souhaitent, hein, se présentent, parlent un peu parfois de leur provenance, de la météo du jour, à Marseille, à Lille, voilà, il y a des échanges comme absolument. ça, qui créent, et c'est ça qui est assez fabuleux parce qu'on ne l'avait pas forcément anticipé. Ça crée une proximité comme ça, Mhm, malgré la distance, mhm, qui est assez touchante et puis, ce que je trouve très intéressant dans ce projet aussi, dans ce format, c'est qu'il est vraiment centré sur l'autonomie, en fait et le libre choix qui sont des valeurs effectivement fondamentales de culture du cœur, mais les gens peuvent ou non, Monia parle souvent de l'intérêt de l'anonymat aussi dans ce format. C'est-à-dire que les gens sont libres de parler, de prendre la parole ou pas à l'issue de l'intervention. Ils sont libres de rester, ou de raccrocher d'ailleurs, ils le font, hein, certains, parce que ça voilà, ils rentrent pas dans la proposition et c'est beaucoup oui. plus facile de le faire que dans une salle de spectacle. Hem Et puis, voilà, ils sont vraiment, invités s'ils le souhaitent, à s'exprimer très librement. Il y a pas de jugement, il y a pas, voilà, on porte pas un regard, il y a une bienveillance en fait qui permet, je pense, une richesse d'échange et que ça soit relativement simple et fluide. Je sais pas si Monia, tu
Tu confirmes? Peut-être un truc à dire sur ce que tu viens de dire, Alice, parce que je pense que ça fait écho à des principes de culture du cœur, c'est d'être à l'écoute de l'infinie diversité des émotions des personnes. C'est-à-dire qu'une émotion, fût-elle parcellaire, par exemple, une personne qui serait restée 3 minutes sur Allo l'artiste alors que ça dure plus longtemps, on peut l'intégrer, on peut l'accepter complètement comme on accepte finalement qu'une dame a eu une expérience avec une comédienne pendant un spectacle et s'est endormie tout le reste du spectacle. On est sur cette volonté d'élargir le spectre même de ce qu'est l'émotion. Et ça fait écho à la médiation culturelle, quand la perplexité est une émotion, le rejet est une émotion. Et je trouve que c'était une scène ouverte à ce niveau-là. Oui, je suis complètement d'accord parce que, et ça, c'était la règle du jeu qu'ont accepté aussi les artistes, hein. Peut-être que tu vas en reparler avec Christine, mais c'est de pas, s'effrayer s'il y a des gens, en plus, on était en général sur des petits groupes, hein, 8-10 personnes en moyenne, hein, j'ai oublié de le dire, sur chaque créneau. Donc ça permettait, à ce que chacun puisse prendre la parole, librement, qu'on puisse diverger, sans trop de soucis. D'ailleurs, on a eu des gens qui nous ont lu, leurs propres poèmes, à l'issue, d'une intervention. Il y a un monsieur, je me souviens, qui a joué du piano. Après, il y a des gens qui ont décidé de reprendre en chœur, une chanson que l'artiste avait proposée. Enfin, il y a vraiment de la spontanéité, qui, voilà, il y a vraiment eu des choses, inattendues et ça a été Inattendu. tout à fait intégré et accepté, par les artistes. Il y a eu certaines personnes qui avaient besoin aussi de s'exprimer sur leurs conditions, sur leurs difficultés. Alors parfois il y a eu, une tendance à peut-être déverser, ses angoisses et ses peurs, mais ça s'est fait toujours, dans la bienveillance, il y a aucune, séance qui est partie dans des voilà, dans du psychodrame ou des choses, compliquées. Ça s'est Oui. toujours passé et régulé de manière très, très simple. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christine, mais Oui, oui, oui. En ce qui me concerne, ça s'est toujours passé dans le respect, hein, et de ce que la personne proposait et de ce que les écoutants nous retransmettaient par la suite. Oui, oui, oui. Et même aussi des gens euh, qui revenaient. Tu vois, des gens qui avaient dit: Ah, je reconnais votre voix. Ah oui, c'est vous. Ah, c'était chouette votre ancien conte. Et ça faisait très plaisir aussi parce qu'on voyait que les gens étaient voilà, je reprends le mot gourmandise que j'aime bien, les gens étaient dans la gourmandise de ces rencontres, étaient heureux de nous retrouver. Voilà, ça fait du bien à son petit cœur, quoi. Et d'entendre qu'on est heureux de nous retrouver et de voir que les gens répondaient favorablement à ce que vous proposiez. Donc, encore une fois, mille bravos pour tout ça. Et aussi, ce que je voulais repréciser, c'était que j'ai aussi des gens, enfin, en ce qui concerne mes interventions, à 2 reprises, si j'ai bonne mémoire, j'ai des personnes qui m'ont dit: Ah ben tiens, moi je connaissais ce conte, mais pas exactement sous cette forme-là. Et nous échangions sur une autre proposition de la même histoire. Et c'était bon. Voilà, c'était comme si nous étions côte à côte dans une salle de spectacle et on se laissait aller à des confidences et à des échanges là-dessus. Ça aussi, c'était très enrichissant. Mhm. Monia, peut-être ton point de vue sur l'artiste ou alors peut-être sur des témoignages que tu as récoltés. Bah, du coup, j'ai animé pas mal de séances et programmé aussi pas mal de séances. Donc, j'ai un peu un recul sur tout ça et sur toutes les formes de créneaux qu'on peut avoir sur Allo l'artiste. Et c'est vrai que de plus en plus, c'est très diversifié. Il y a toujours des points super importants, hein. Comme on l'a dit, le fait que ce soit anonyme, ça permet aussi aux gens d'avoir moins peur justement de s'engager dans l'échange et dans la participation de l'intervention. Donc parfois, ça prend un petit peu de temps, mais comme l'a dit Alice, l'accueil des personnes est aussi très important parce que c'est le moment justement où on va un peu dénouer les langues et on va pouvoir parler juste des petites choses de la vie, puis rentrer vraiment dans l'intervention et ensuite échanger par la suite. Et puisqu'on aura déjà un petit peu échangé, ça va être un peu plus facile. On a beaucoup de retours très positifs des écoutants, mais aussi des artistes. Alors, je ne sais pas pour Christine, mais il y a certains artistes qui me disent que justement, ça leur permet d'avoir comme une petite bulle d'expérimentation, comme un petit laboratoire où ils peuvent voir aussi ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et le fait que ça soit juste avec la voix, ça demande, comme l'a dit Christine, un peu plus de travail au préalable.
Et Mhm. on a plein d'artistes qui nous disent que justement, c'est leur moyen de tester un peu des choses avec le public et de voir comment ils peuvent réutiliser ça au jour le jour dans leur profession. Donc, je ne Mhm. sais pas si Christine, tu veux parler un petit peu de l'impact que ça peut avoir sur ta profession ou sur ta vision aussi de comment partager l'art dans, dans un milieu où justement, là, c'est un petit peu compliqué parce que tout est fermé, on n'a plus le même accès à l'art. Mhm. Oui, 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 donc je l'avais évoqué tout à l'heure, hein, à savoir que oui, moi ça m'a comment euh, ça m'a amené à travailler beaucoup plus sur non pas dans le choix des mots qui sont en principe dans la spontanéité de la rencontre, et puis le petit moment juste avant le début de la raconter où nous coupions les micros, hein, pour être vraiment seul avec nos cordes vocales. On pouvait sentir le public, c'est-à-dire est-ce que c'était une personne seule, est-ce que c'était une famille, parfois avec des enfants. Donc c'est là où très très vite dans ta tête, dans ton escarcelle de conte, tu te dis, bon, ah là là, j'avais prévu plutôt cette histoire, ben non, finalement, il y a des petits bouts qui sont là de l'autre côté, je vais plutôt prendre cette histoire-là. Donc hop, tu te remets un peu en question, tu partages avec les gens, tu vois, oh ben moi j'aimerais bien une histoire de princesse, oh ben moi ce serait plutôt quelque chose sur le thème de la nature, nous sommes au printemps, tout ça. Donc tu changes ton compte, tu coupes les micros, tu respires pendant quelques secondes, et là tu pars dans quelque chose que tu vas beaucoup plus poser. Euh, quand tu as le public en face de toi, ton corps est important, tes mains sont importantes, ton visage est important, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, enfin, voilà, tu joues avec tout ça. Quand tu es face à ton écran, à ton micro, tu n'as que tes cordes vocales. Et donc là, poser ton mot, lui donner plus de profondeur, plus de chaleur, plus de rondeur, euh, laisser tes silences faire leur travail, à savoir solliciter l'imaginaire des gens de l'autre côté du micro, et toi te permettre aussi de poser, de souffler pendant quelques secondes, deux ou trois, et de repartir sur autre chose. C'est très important. C'est comme j'ai déjà eu l'occasion de raconter à un public de personnes malvoyantes ou non-voyantes. Voilà, tu sais combien le poids de ton mot et de ta phrase est important. Donc ça m'a obligé. Ce Allô l'artiste m'a obligé hein, à travailler au préalable tout ça. Et puis aussi à une respiration. Je veux dire, avant la rencontre, hein, pardon si, enfin voilà, mais c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Avant une rencontre, c'était respirer tranquillement pour s'apaiser, pour se calmer, pour justement que cette rencontre éphémère, cette bulle de plaisir, du moins je l'espère, pouvait vraiment avoir un effet, c'est très prétentieux, mais faire de l'effet aux gens qui nous écoutent. Voilà, vraiment procurer un moment hors du temps que ce partage d'une prose, d'une poésie, d'un conte. Ça, c'était vraiment très, très fort. Et aussi, euh, euh, je l'ai senti très fort à la fin de chacune des interventions, hein, donc qui duraient 15-20 minutes. À la fin, mais j'étais épuisée. Monia, j'ai été épuisée, Alice, Serge, vous m'avez épuisée à chaque fois, parce qu'on est dans une sourire, faire vivre ses yeux, ses mains, tout ça face à un micro et à un écran. Ben, parfois on en fait un petit peu plus, quoi, parce que on sait qu'il y a tellement d'émotions qui passent par tout ça que, eh ben, comme en face on a un écran vide, on n'a pas de visage en face de nous, ben, moi j'étais dans l'hyper gestuel, dans l'hyper comment articulation, pour être certaine que, bon, parfois les liaisons n'étaient pas très bonnes. Et donc à la fin, mais j'étais vraiment très fatiguée. Et le moment où on remet le micro, c'était ah, voilà. Et on était heureux. Enfin, moi, j'étais très heureuse d'avoir donné le maximum pour qu'on se régale tous ensemble. Je sais pas si c'est ce que tu voulais me demander, Monia. Pardon, j'ai été un peu longue, mais voilà, je voulais vous dire combien c'était. Les sensations étaient démultipliées. Oui, Serge. Ce qui est important par rapport à ce que tu dis, Christine, c'est que, en fait, si je me positionne du côté de lecteur pour Allô l'artiste, je me suis vraiment posé la question de la personne et du personnage. Si il Oui. y avait un personnage qui allait advenir ou si j'étais une personne qui lisait un texte. Et comme je n'avais pas d'interlocuteur en présence qui pouvait me porter,
Oui, c'est un méa, c'est-à-dire on appelle et on entend des dings de gens qui rentrent dans la salle et on a des interlocuteurs qui sont invisibles. oui. Et, et c'est extrêmement troublant au niveau technique à certains moments et c'est extrêmement intéressant aussi. Et il est vrai, moi j'ai ressenti la même chose, c'est que je me dis, ah là, sur cette phrase, j'en ai fait des caisses quand même. Parce que j'avais envie de partager, donc à certains moments, je mettais une tension dramatique qui n'avait pas lieu d'être dans un texte. Je me dis, mais si j'allais rentrer, mais l'exercice est en soi intéressant parce que on est confronté dans cette période sanitaire à certains moments, vous voyez, là, à des tableaux noirs à certains moments. Là, pour des raisons de droit à l'image, on a demandé à tout le monde d'être sur des tableaux noirs, mais on est aussi dans certains cours face à des tableaux noirs qui ne s'ouvrent pas et ça déclenche une certaine forme de fatigue, une fatigue électronique particulière parce qu'on a pour pouvoir recevoir de l'énergie à nouveau, on doit s'appuyer sur le public à certains moments pour avoir ce, Oui. ouais, ces mouvements imperceptibles qui sont dans les salles de théâtre, de spectacle, etc. Voilà. Donc, si le théâtre, c'est un peu un rapport entre l'individuel et le collectif était difficile à cerner à certains moments. Et pourtant, là où tu as raison, moi j'ai ressenti ça incroyablement dans les échanges que je pouvais avoir avec des femmes, surtout. J'avais essentiellement un public féminin dans toutes mes interventions. C'est une grande confiance, allez-y, il n'y a pas de problème. Des personnes qui m'indiquaient avoir venir de tel endroit, etc. Il y avait une grande interculturalité dans ces principes. Et les gens me disaient non, non, mais ça ne me dérange pas. Je leur dis, vous allez voir, ce texte est un petit peu dur à certains moments, mais il n'est pas obscène ou quoi que ce soit, mais il a quelque chose de l'ordre du ressentiment à l'intérieur. Ils m'ont dit non, non, mais ça ne pose aucun problème, lisez-le. Et il y avait cet encouragement qu'il faut le dire quand même était très très touchant à plein de moments, comme si les gens nous disaient de toute façon, moi il y a 5-6 dames qui m'ont dit ça. De toute façon, mon quotidien a très peu d'intérêt actuellement, donc tout ce que vous proposerez, je le prendrai. Et ça, Voilà. ça m'a Oui. touché. Voilà, oui, oui. Et c'est pour ça que j'ai utilisé à plusieurs reprises, tu sais, le mot d'appétit, de gourmandise, quoi. Les gens étaient gourmands de ces découvertes, euh, de n'importe quel type soit-elle. Ils avaient envie d'être avec quelqu'un, d'être avec nous. Et moi, j'ai eu ce sentiment d'être partout reçu, et tu l'as déjà dit, avec une grande bienveillance et voilà, vraiment une envie d'être avec nous pendant quelques instants. Et qu'est-ce que ça a fait du bien? Ouais, Qu'est-ce que ça. d'autant plus qu'ils étaient très déroutés parce que les acteurs sociaux, on peut les comprendre aussi parce que la première vague de crise sanitaire, les gens ne savaient pas de ce qui se passait. Donc il y a des acteurs sociaux qui ont décidé de ne plus aller dans leur structure de travail, de Oui, se mettre en arrêt maladie. Et pour les publics, ça a été vécu comme un drame à plein de moments. Et c'était lié à cela, c'est-à-dire que quand on a l'habitude de voir une référente sociale qui fait finalement partie de votre famille, où vous parlez de vos soucis, etc., et du jour au lendemain, cette référente ne vient pas parce qu'elle ne connaît pas les conséquences du virus, là, on recevait cette énergie. On avait l'impression à certains moments, sans sombrer, hein, je fais très attention à ne pas sombrer dans un évangélisme de la médiation culturelle. C'est important de ne pas sombrer là-dedans, mais oui, d'un petit geste, quoi, d'un geste professionnel comme ça qu'on proposait en disant, ben voilà, on est là aussi pour avoir un échange simple. mhm, mhm, mhm. C'est vrai que Christine, tu parlais de la complexité parfois de cet exercice qui demandait de revoir un peu notre façon de déclamer des textes. Oui, oui, oui. Mais je pense que du point de vue de l'auditeur, c'était la même chose. C'est-à-dire que ça demandait, pour moi, avoir écouté aussi plusieurs séances, une concentration dont on n'a plus Oui. forcément l'habitude quand on est dans une salle de spectacle ou au cinéma. Enfin, c'est une autre forme de concentration. On doit se projeter dans la voix, on doit faire marcher finalement l'imaginaire à plein régime, quoi, si on veut s'approprier un petit peu le texte. Et dans les témoignages, il y a souvent des phrases du type j'ai voyagé à travers vos paroles, ça m'a envoyé plein d'images. Donc là, on voit bien que les gens, ils ont fait marcher leur imaginaire vraiment très, très fortement, quoi. Ils se sont peut-être la marge d'appropriation finalement elle était plus libre et plus forte. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui est complètement différent et Mhm. qui relève vraiment de la, de la concentration ultime, quoi, je trouve. Oui.
Mhm, mhm. Oui, oui, oui. Alors Je peut-être y pense a-t-il des questions? Vas-y Monia. non, j'allais dire que je pense qu'il y a aussi beaucoup justement de laisser aller parce que, enfin, ce qui revient souvent, chez les écoutants, c'est que c'est, leur moment justement d'évasion, le moment où ils peuvent, se détendre dans leur journée, écouter de la musique, écouter un conte. Il y a beaucoup de diversité aussi et le fait que là, on mette en place, un programme mensuel, par exemple, qu'on envoie aux structures sociales. Du coup, tous les bénéficiaires peuvent voir aussi ce qui leur plaît dans le programme et c'est assez rare au final maintenant qu'il y ait des participants justement qui quittent en cours de route, le créneau ou alors juste ils vont pas rester pour l'échange parce qu'ils se sentent pas à l'aise, d'échanger et ça, c'est tout à fait normal aussi. Il y a des gens qui sont là vraiment juste pour écouter une voix et pas forcément, être acteurs de l'intervention et je pense que c'est assez important justement, qu'eux, ils aient ce petit moment de détente où ils ont le choix, comme on a dit avant, de, écouter cette intervention mais pas l'autre, de rester jusqu'au bout, d'échanger ou de ne pas échanger. Et le fait que justement on essaye de diversifier de plus en plus, hein, on a aussi des créneaux spécifiques. On a, des rencontres avec des sportifs qui vont arriver, notamment, là au mois de mars, on a une rencontre avec, le directeur technique de l'US Créteil. Donc ça c'est intéressant. On a aussi, des interventions avec, des galeries par exemple, où c'est des artistes, qui prennent part et qui vont, un peu, décrire en fait, les œuvres contemporaines, qu'ils ont réalisées, dans un cadre particulier ou dans leur, profession en règle générale. On a un créneau aussi, qui est justement fait pour les écoutants, pour donner cette voix, aux gens qui écoutent Allô l'artiste et qui, eux-mêmes sont inspirés par ce dispositif et qui vont créer par la suite. On a eu Mhm, par exemple, le centre socio-médical d'Héritia qui a proposé à 2 bénéficiaires de lire des poèmes qu'ils ont écrits à la suite, d'une rencontre Allô l'artiste et donc ils ont écrit ces poèmes et ils les ont redits ensuite sur Allô l'artiste et je pense que, d'après les retours, ça fait énormément de bien et ça a donné envie à d'autres bénéficiaires de justement créer et de partager leur création, sur ce dispositif et ça plaît aussi justement aux auditeurs qui ont un peu l'habitude aussi de quelque chose d'assez professionnel et là, c'était aussi touchant par le fait que c'est des écoutants aussi en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas de compétences particulières pour ça et pourtant ça a quand même créé, de l'échange, ça a quand même créé, quelque chose de beau parce que, justement, mhm, ils ont pu avoir des retours sur leur création et souvent les comme on l'a dit avant, en effet, les gens sont très bienveillants. Bon, on essaie bien sûr en tant qu'animateur de maintenir aussi cette bienveillance et d'essayer, d'échanger le plus possible, enfin, de donner un peu aux gens ce qu'ils recherchent avec, du lien social et du lien avec la culture. Et du coup, c'est vrai que très souvent, ça donne, des très belles rencontres. On a notamment une artiste qui a créé un lien avec, une écoutante et qui se sont, recontactés par la suite. Donc, voilà, je sais pas, peut-être que ça a créé justement une nouvelle amitié. Donc, au niveau lien social, c'est très important. On a aussi plein de gens qui nous disent juste que c'est leur moment. Ils ont même pas besoin de regarder le programme pour choisir ce qu'ils veulent regarder. Ils se connectent tous les mardis et à chaque fois, c'est un petit peu aussi la surprise, le tirage au sort de ce qu'on va avoir, aujourd'hui et souvent ils sont très agréablement surpris parce que justement, on essaye de diversifier au maximum et de garder quand même nos créneaux en tout public pour que tout le monde ait sa petite part, de bonheur, de satiété, comme on a dit par rapport à la gourmandise dans chaque créneau. mhm. Et puis il faut rajouter aussi qu'on a eu, des connexions, collectives. Ça, on parlait de médiation tout à l'heure, mais c'est intéressant parce que certains, travailleurs sociaux, référents sociaux ont saisi aussi ce support comme une opportunité, pour, créer un espace un peu d'échange, un espace de critique aussi au sein de la structure sociale. Hem,
puis aussi un espace d'apport de connaissances, hein. Certains sont allés ensuite faire des recherches sur l'auteur qui avait été proposé, qui avait été lu. Certains, je me souviens d'une artiste, oui, qui fait des écrits autour du Marais charentais. Et ça avait intéressé beaucoup les gens, ils étaient allés chercher des photos derrière, c'était un EHPAD, je crois, qui s'était connecté à ce moment-là. Donc tout ça suscite du troc de savoir, de la mise en commun de références. Donc là, on est vraiment dans un peu un espace aussi d'éducation populaire et de médiation culturelle, et c'est vraiment cet axe-là, effectivement, on essaie de renforcer là depuis quelques mois à travers les créneaux spécifiques, qu'a présenté, Monia. Alors peut-être y a-t-il des questions pour avoir un échange. Alors, Oui, pour le chat, pour le moment, il n'y a pas de questions, d'accord. mais j'invite les personnes qui nous écoutent à poser toutes leurs questions via le chat de YouTube. Moi, je vous les relayerai de toute façon dès qu'il y en a. Et peut-être les étudiants présents là. Oui, ils peuvent poser. Oui, moi je peux poser une question qui n'est pas très claire dans ma tête, mais je vais essayer de la formuler. Euh, Pendant le premier confinement, vous avez donc réussi à contacter des personnes avec qui vous étiez déjà en contact. Et est-ce que vous avez réussi, par des biais de maisons de quartier ou de choses comme ça, de contacter des personnes qui n'étaient encore pas en contact avec Culture du Cœur? Comment vous avez fait pour renouveler euh, la part de public ou d'ajouter des personnes? Oui, tout à fait, c'est une bonne remarque parce qu'en fait, bon, naturellement, on s'est adressé spontanément à tous nos relais qui étaient déjà adhérents, relais sociaux. Mais en fait, effectivement, on ne voulait pas se restreindre aux adhérents parce que c'était aussi une forme de discrimination finalement. Donc on a communiqué très très largement par des réseaux professionnels, hein, nos réseaux amis, je pense à la Fédération des acteurs de la solidarité, je crois qu'il avait relayé, par les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, il y a eu un peu un effet comme ça viral, et on a eu quand même alors je ne saurais pas vous dire le pourcentage, hein, peut-être 20% de structures qui ne sont pas effectivement adhérentes à Culture du Cœur à ce jour, qui ont adhéré au dispositif, et notamment des structures dont les publics sont moins férus finalement, ou pas forcément prêts ou en mesure d'aller vers les lieux culturels. Donc on pense effectivement aux structures qui accueillent les personnes âgées, les EHPAD, les structures médico-sociales, pour les personnes notamment fortement handicapées. Enfin, effectivement, ça nous a permis d'ouvrir vers de nouvelles connexions qu'on espère faire durer, puisque l'idée, c'est justement que nous, on soit en mesure de proposer dans la durée ce type de format audio. Et puis aussi, on a expérimenté pendant cette phase-là, comme un peu tous les, tous les lieux culturels, toutes les associations. C'était un temps d'innovation aussi pour nous. Il y a eu aussi des visios localement, hors du dispositif Allo l'Artiste. Mais voilà, tout ça, ça a généré des nouvelles prises de contact avec les artistes aussi, hein. Je pense qu'on n'avait pas, avant ce début de projet, autant de connexions avec les artistes. On a envie qu'ils soient plus présents dans nos dispositifs, qu'on puisse aussi valoriser tout ce qu'ils ont apporté là pendant ces quelques mois. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Il faut rappeler aussi qu'il y avait deux vulnérabilités qui se rencontraient aussi. C'est que les artistes ne travaillaient pas dans cette période-là, et donc peut-être sur cette base-là, la rencontre était assez magique à pas mal de moments. Par ailleurs, je trouve que ce qui est important dans ce que dit Alice, c'est que vous voyez, on retrouve transposé dans le dispositif d'Allo l'Artiste la notion de mixité dans les salles. C'est-à-dire qu'à Culture du Cœur, on va refuser une proposition qui serait uniquement dédiée aux personnes démunies. Parce qu'on se dit, vous voyez que si on sanctuarise un lieu et on n'accueille que des publics démunis, on renforce la discrimination. Donc c'était important pour nous d'être à plein de moments à la marge sans se poser la question, c'est-à-dire de la marge de quoi déjà, on ne sait pas très bien où elle est. Et là, ça rejoignait en écho finalement l'action de Culture du Cœur classique, beaucoup plus classique, de sortie culturelle, d'accompagnement, de participation des publics, enfin toutes ces questions qui sont relatives à la médiation. Certains travailleurs sociaux nous ont dit que ça pouvait être un premier levier avant d'aller vers une sortie culturelle. Donc ça peut être une phase intermédiaire.
qui est peut-être un peu moins intimidante pour qui n'a pas l'habitude de fréquenter des lieux. Et voilà, donner envie d'aller vers du spectacle vivant, vers un rapport aussi aux artistes. Donc ça, on n'a pas encore une vision assez précise sur l'impact, mais on va scruter ça de près. Il y a peut-être une question, Fabien, si tu es réapparu à l'image. Oui, effectivement, il y a une question dans le chat de Camille Villano qui vous demande quelles ont été les proportions de Culture du Cœur en ce qui concerne la musique depuis 1 an. Merci à tous pour ce témoignage. Alors, les proportions. Alors, je vous cite telle quelle sa question. Peut-être qu'elle peut reformuler sa question dans le chat si vous ne la comprenez pas. On sait, par exemple, pour le spectacle vivant, on sait que c'est à peu près entre 60 et 70% des propositions d'invitation qui sont sur le site, c'est du spectacle vivant. Au sein de ce spectacle vivant, il y a de l'opéra, des concerts, etc. Et je ne crois pas qu'on ait ce chiffre-là de portion par catégorie de spectacle. Oui, effectivement. Et peut-être dans le dispositif d'Allo l'artiste, en revanche, je peux avoir un recul sur là-dessus. Effectivement, ce n'était pas proposition, c'est proportion, quoi. Proportion, voilà. Sur Allo l'artiste, je crois qu'on avait là, les chiffres ont un petit peu augmenté au niveau de la musique, justement, parce que avant, on avait environ 50% de lecture, 30% de contes et 15% de chant musique et 5% de théâtre. Mais maintenant, ça se rapproche beaucoup plus. Enfin, on a beaucoup plus de créneaux justement avec du chant et de la musique et du théâtre. Donc, je ne saurais pas dire précisément, mais ça doit être peut-être 20-25% de nos créneaux. Parce que justement, on a du conte avec de la musique, des lectures avec de la musique, etc. Donc, on a quand même pas mal de créneaux musicaux. Ce sont des créneaux qui sont très appréciés, je crois, à Monia en général. La musique, on a des groupes un peu plus gonflés quand on propose ce type de choses. Ouais, les gens aiment beaucoup, en effet. La personne insiste, c'est plutôt les propositions, les actions en fait qui ont été faites par Culture du Cœur pour la musique. Qu'est-ce que vous avez fait du point de vue de la musique pendant le confinement, Culture du Cœur? C'est ça la question. On n'a pas fait de propositions spécifiques, mis à part les propositions qui ont été faites par des artistes musiciens dans le cadre du dispositif. Peut-être des antennes régionales, des structures régionales ont développé des propositions musicales. Je n'ai pas écho de cela spécifiquement. Moi non plus, j'ai pas toutes les offres, effectivement, des structures culturelles et notamment des salles de concert ont été relayées. Ce que l'on peut dire de façon peut-être plus généraliste, c'est que pendant très très longtemps à Culture du Cœur, les sorties culturelles qui fonctionnaient le mieux, c'était le cirque et la musique parce qu'il n'y avait pas le barrage de la langue. Et donc, il n'y avait pas besoin de comprendre. Pour ces publics-là, comprendre, ça peut être une vraie question. Même si on travaille sur le fait que le plaisir ne passe pas uniquement par la compréhension, etc., ça peut être vécu comme un échec supplémentaire par des publics en difficulté que de ne rien comprendre à ce qui se passe dans une représentation. Et c'est pour ça que ces domaines artistiques fonctionnent particulièrement bien. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. Moi, j'avais une question. Alors, c'est une question qui a déjà été abordée avant que le live YouTube commence, mais c'était quelle est la pérennité en fait de ce dispositif? En quoi après, j'espère après la pandémie, est-ce que vous allez le faire perdurer ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'arrêter? Et si ça perdure, comment? Question. Alors oui, on espère, alors peut-être pas sous la même forme et à la même fréquence, parce que c'est vrai qu'on avait vraiment mis le paquet entre guillemets pendant les périodes de confinement. Là, on a un peu baissé le rythme. On est à 2 par semaine. Oui, on souhaite, on a bien vu que ça attirait des publics différents
que ça pouvait être une offre complémentaire, alternative. Donc et qu'il y a des choses qu'on peut expérimenter, on continue à le faire, hein, avec des partenariats nouveaux, avec des structures culturelles, avec, des formats, participatifs comme, La parole est à vous. Donc je pense que c'est un espace d'expérimentation, artistique, culturel, de partage. Donc on voudrait le pérenniser. Alors après ça va dépendre effectivement des fonds qu'on va pouvoir, là pour l'instant on a été financé sur une année jusqu'à juin. On est en pourparlers avec certains, gros réseaux qui souhaitent justement le diffuser plus spécifiquement, auprès de leurs habitants. Donc oui, on va continuer certainement sous le format assez proche de celui-là, à une fréquence peut-être moins importante, peut-être 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, à voir, mais c'est, je pense, une forme alternative comme, peut-être les visios, parce qu'il y a aussi dans les cultures du cœur locaux, des expérimentations de visio, un peu sous la même idée de découverte artistique et d'échange. Je pense que toutes ces expérimentations qu'a permis, de manière contrainte et forcée, mais bon, il faut reconnaître, c'était intéressant, le confinement, cette période de crise. C'est des choses qu'il faut réfléchir dans la durée, parce que c'est d'autres modes d'approche, que c'est d'autres formats, que c'est d'autres publics, que ça sollicite aussi d'autres formes d'animation, hein. C'est vrai que Monia, elle a acquis une forme de qui n'est pas une professionnelle, hein, d'ailleurs, à ce jour, qui est encore en formation, et puis plein d'autres services civiques là qui sont en train d'animer et qui ont conçu des fiches d'animation. C'est vraiment un regard neuf aussi sur comment on sollicite, du partage, de l'échange. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu un mot sur cette expertise que tu as acquis, mais je pense qu'on ne l'aurait pas acquis, de la même manière, enfin en tout cas différemment en présentiel. Donc tout ça, c'est un champ d'expérimentation qu'il faut continuer à mon sens, et qu'on souhaite. Je voulais juste intervenir par rapport à ce que tu dis, Alice, parce qu'après ça va être oublié. C'est important parce que ça fait directement écho au groupe de travail qu'on a aujourd'hui. C'est aussi que le mode d'appropriation des publics est central, c'est-à-dire la façon dont les publics s'approprient un dispositif, le font évoluer. Ça fait écho à cette idée que la médiation, c'est un changement de point de vue aussi, tout simplement, hein. C'est-à-dire que c'est changer le point de vue. Et à partir du moment où les publics réfléchissent au cadre, aux signifiants, et pas uniquement à ce qu'on leur raconte, ils gagnent en liberté. Ils gagnent en liberté par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, je sais ce que je vais chercher, et puis après, je sortirai peut-être de cela. Et cette liberté, elle est centrale. Elle est centrale parce que on ne peut pas travailler uniquement sur les attentes et les besoins des publics. La grande difficulté de cette crise sanitaire, et certains jeunes sociologues l'ont dit, c'est qu'on réduit les gens à leurs besoins et pas à leurs envies. Et qu'il y a véritablement cette idée de comment écouter les envies et comment ça peut tisser ensemble un certain nombre d'outils qui deviennent pertinents, ou nous-mêmes, on est dépassé par l'outil qu'on a jeté, qu'on a proposé. Et je pense qu'en médiation culturelle, c'est assez important. C'est-à-dire, on crée un dispositif, il est subjectif, et les publics auxquels il est destiné le transforment, le font évoluer aussi. Excuse-moi, Bonira, je t'ai coupé parce que... Non, non, pas de souci, mais ça rentre en fait en compte par rapport à moi, mon expérience et l'expérience des animateurs et des programmateurs, c'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment par rapport à l'animation. On essaye de s'adapter à la fois au public, mais aussi aux artistes, parce que justement, il y a des artistes qui sont très à l'aise avec le fait de partager, le fait d'être en audioconférence, etc. Et il y a des artistes qui sont beaucoup moins à l'aise, donc après, c'est aux animateurs de jauger un peu et de faire en sorte qu'ils soient le plus à l'aise possible pour pouvoir justement échanger avec le public, etc. Et c'est aussi pas mal un travail de groupe aussi, c'est-à-dire que nous, après, on a testé plusieurs choses, on s'est réunis, on a eu des retours de chaque animateur, et grâce à ça, on a pu construire effectivement une petite fiche de médiation qui nous aide à animer Allô l'artiste, et justement à prendre en compte un peu la diversité des créneaux, et la diversité aussi des gens qui nous écoutent, des artistes qui travaillent avec nous. Et par rapport à ce que tu dis, Monia, ce serait intéressant d'évoquer les fois où ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a des fois, je crois qu'Alice, on en a tous parlé en équipe, il y a un Allô l'artiste qui a été vécu comme quelque chose de très brutal en fait par les publics. Et c'est intéressant aussi d'un point de vue artistique, c'est-à-dire qu'on offre une scène à des gens
Et on a vraiment réfléchi, est-ce qu'il faut les contraindre un petit peu? Est-ce qu'il faut leur expliquer le contexte? Est-ce qu'on leur donne toute la liberté? Moi, je me suis posé cette question sur les textes lus, hein. Oui, tu fais référence je pense à cette artiste qui a lu un texte sur son coming out, donc c'était un texte très, très personnel et c'était un coming out dans un cadre, familial, on va dire difficile, donc c'était un texte très violent et elle avait pris le parti en fait de ne pas, accepter les échanges derrière. C'est-à-dire qu'elle l'avait présenté comme ça, il y avait eu le temps d'accueil où elle avait expliqué, en gros un peu le thème de de sa lecture et puis elle avait voilà, annoncé qu'elle ne ferait pas d'échange, après. Donc le texte, c'était un peu Oui. comme un uppercut en fait pour les publics, très violent, très difficile et paf après, elle a arrêté, elle a fermé les micros en fait et puis elle est partie. Donc c'était vécu comme un peu une incompréhension en fait pour les gens et c'est vrai que c'est peut-être des choses, est-ce qu'il fallait le maintenir sous cette formule? Est-ce qu'il faut, je sais pas en fait, c'est un choix aussi artistique, d'une certaine manière, hein, comme on peut le proposer, sur une scène de spectacle. Mais c'est vrai que, bah, c'est difficile de pas avoir ce temps d'échange. Alors est-ce qu'il a eu lieu, quand il y a eu des structures sociales qui sont connectées, beh, peut-être il y a eu des Mmh. temps d'échange, mais ça crée une frustration et nous ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait toujours un animateur justement pour que même si l'artiste, lui, ne souhaite pas s'exprimer ou ne souhaite pas, aller plus loin par rapport à cette proposition, il y ait quand même un temps d'échange entre nous, heu, pour ne serait-ce que dire ce ressenti quoi, à chaud Mmh. qu'on partage. Mmh. On retrouve un des éléments de culture du cœur où la première sortie peut être la dernière si elle est vécue douloureusement. Donc la première écoute avec une démarche, etc., si elle est vécue avec une artiste qui disons-le, n'est pas dans le partage à ce moment-là, tout simplement, et qui choisit cette scène comme une scène ouverte à sa vie personnelle, bah, ça nous pose une question. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit accepter toutes les propositions artistiques? Ça a été une question constante à Culture du Cœur et les étudiantes et les étudiants de ce groupe en savent quelque chose parce que j'en parle à certains moments. Est-ce qu'on a le droit de juger un spectacle ou une proposition artistique parce qu'on aurait jugé pour les publics? Elle serait déstabilisante? Est-ce qu'on... Alors, dans les meilleurs des cas, comme je l'évoque souvent, ça crée des histoires très drôles quand une femme de 86 ans veut aller voir un spectacle érotique au théâtre et que sa référente sociale ne veut pas alors qu'elle a envie d'aller le voir. Ça, c'est très joyeux parce que la dame dit mais non, mais j'ai justement envie, j'ai 86 ans et j'ai envie d'aller voir un spectacle érotique. C'est drôle. Mais dans un cas différent, c'est de se dire euh, va-t-on accepter ce spectacle, sachant que on a eu pas mal de conversations avec Alice là-dessus, on n'est pas forcément d'accord, c'est très fructueux. C'est que je pense qu'aujourd'hui, 60% du spectacle vivant parle de la douleur du monde, propose de la nudité et de la violence sur le plateau. Que ce soit les spectacles d'Angélique Hallyday, que ce soit ceux de Roméo Castellucci, que ce soit les spectacles de jeunes metteurs en scène aujourd'hui, ils se font l'écho de la douleur du monde. Et donc on peut se poser la question, même si ce n'est pas une question viable d'un point de vue esthétique, mais elle est viable d'un point de vue éthique. C'est de se demander des personnes en souffrance, est-ce qu'on les confronte à un dispositif qui pourrait leur rappeler leur souffrance quotidienne. Voilà, à la radio récemment, Olivier Neveu a dit, mais il y a des spectacles qui sont proposés à des gens, ils ne visent qu'à bousculer un public captif, embourgeoisé et habitué à voir ces spectacles. Mais si ces spectacles étaient proposés à ceux qui vivent vraiment la misère, ils, il la remettrait en cause, il dirait c'est pas comme ça que ça se passe, c'est une esthétisation de la misère, etc. Donc ça pose un problème. Qu'est-ce qu'on met en ligne? Oui, non, mais c'est un problème qui date pas d'ailleurs d'Allo l'artiste, mais c'est vrai que, moi je trouve que c'est très difficile de présupposer de comment vont recevoir, les publics qui sont des individus, voilà, singuliers, la façon dont ils vont percevoir tel ou tel texte. Pour certains, ça va avoir un effet un peu, catharsis, pour d'autres, ça va être, voilà, dans le rejet, dans la compréhension. Je pense qu'il faut, comme tu le disais Serge, accepter toute la palette d'émotions et puis aussi respecter d'une certaine manière quand même la liberté de l'artiste, hein, à proposer des choses, à tester, à aller dans des comment dire? À nous bousculer aussi, hein, par certains côtés donc
Moi, ce que je trouve important, c'est qu'on puisse avoir et c'était là l'écueil, de cette séance, c'est de pas avoir de temps d'échange, même si l'artiste n'était pas présent, entre nous pour simplement, exprimer ce qu'on avait ressenti. D'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui sont restés jusqu'au bout, donc ils pouvaient très bien aussi raccrocher, à tout moment. Mmh. Ils sont restés jusqu'au bout, donc ça veut dire que, voilà, ils y trouvaient une forme d'intérêt, une forme de curiosité aussi pour ce texte et pour cette démarche, donc Hem, moi, je trouve ça difficile de présupposer, de filtrer, c'est pas dans l'éthique de ce que nous on défend non plus dans Culture du Cœur, dans cette capacité, on pense que tous les publics sont en capacité d'avoir une expérience culturelle, hein, qui soit positive ou négative, mais dès lors que derrière on puisse, s'exprimer, on puisse dire pourquoi on n'a pas aimé, qu'est-ce que ça a évoqué pour nous, qu'est-ce que ça a bousculé. Voilà, mais c'est vrai que c'est une éternelle question, on se pose souvent et que les travailleurs sociaux se posent aussi quand ils proposent des places, se disent: «Bien, bah, s'il y a de la nudité ou s'il y a, des thématiques un peu, controversées, est-ce qu'on va le proposer à nos usagers?» parce qu'on se met aussi nous en porte-à-faux par rapport à eux, voilà, bon, c'est vraiment une question, récurrente. Ce qui peut toucher certains publics parfois, c'est quelque chose d'anodin à certains moments. Un vaudeville peut bouleverser, certains publics. Je me rappelle ce monsieur qui après un Guitry, s'était mis à pleurer parce que le personnage principal avait dit: «Mais mon chéri, si je te quitte, c'est que tu es nul en affaires» et il me dit: «Tout s'est écroulé dans ma vie à partir de ça» et Oui, donc moi j'ai je un ne autre croyais pas que sur un vaudeville, j'allais avoir un phénomène de décompensation de la personne accompagnée. Moi, j'ai un Heu, exemple similaire, qui m'a été rapporté par une, travailleuse sociale aussi, qui avait emmené un groupe de migrants, en fait, de personnes migrantes, pardon, voir, Harry Potter, je ne sais plus quel, quel film et il y a un jeune Afghan qui s'est mis à pleurer parce que, bah, la vie, de Harry Potter, qui est orphelin, faisait écho à ces situations aussi de deuil, par rapport à ses parents. Donc voilà, c'est très difficile de tout anticiper, donc il faut accepter ce risque et puis peut-être, avoir ces espaces d'expression ou de réconfort autour de l'expérience culturelle. Est-ce qu'il y a d'autres, questions? Oui, moi, j'ai une question ici dans le chat de Eric Oviedo qui nous demande est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer quel type de public s'est approché du dispositif Allo l'artiste? Le jeune public a-t-il été intéressé? Super. Alors on a aussi un peu des statistiques, en tout cas sur la phase, 2 là, depuis octobre. On a, voilà, c'est relié. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas, des statistiques forcément liées, aux connexions. Enfin, peut-être Monia, tu pourras quand même dire je pense que la Mmh. majorité, ce sont quand même des adultes, entre, 30-50 ans, je sais pas, hein, mais en tout cas sur les structures qui se sont inscrites, ça peut donner quand même un peu, une coloration de qui potentiellement se connecte. On a à peu près 24 de structures qui, accompagnent des adultes isolés, 20 de familles, 15 des personnes en situation de handicap, 15 à peu près aussi de personnes âgées, 8 donc c'est pas, la majorité, mais c'est pas négligeable non plus de structures qui accompagnent et encadrent des jeunes adultes ou des adolescents et je crois qu'on a à peu près aussi, 8 à 10 de publics qui accueillent des populations, migrantes. Voilà, après sur les connexions effectives, moi on a difficilement, une vue, mais est-ce que Monia, tu as une tendance, qui ressort? Bah, j'ai quand même, ouais, quand même une base un peu du public qui revient souvent, en tout cas, qui est un public régulier. Donc, comme l'a dit Serge, c'est beaucoup de femmes, donc on a un public, principalement féminin, même si ça nous est arrivé, hein, d'avoir, des hommes, que ce soit, des hommes adultes ou même, des jeunes adultes. On a beaucoup, comme tu l'as dit, de structures sociales, donc forcément, on a beaucoup de personnes âgées. On a beaucoup de personnes en situation, d'handicap physique ou mental et souvent, en effet, c'est plutôt des adultes. On a eu aussi des jeunes adultes, mais ça va plutôt d'adultes à personnes âgées, principalement, féminines et souvent, faisant partie d'une structure sociale. Mais ça arrive aussi qu'on ait des particuliers, donc juste des gens qui
qui ont eu le numéro à travers de leur ancienne structure sociale, ou alors qui ont eu leur numéro d'un ami, d'une amie qui est bénéficiaire. Donc ça change pas mal, mais on a quand même un noyau dur de personnes de structures sociales, et souvent de personnes adultes ou personnes âgées féminines. Mais on espère pouvoir atteindre un peu tous les publics, notamment justement en diversifiant nos créneaux et en faisant par exemple les rencontres sportives, les rencontres avec des artistes. On essaye d'atteindre un peu tous les publics, et si possible des publics un petit peu plus jeunes. Après, ça reste toujours compliqué aussi par rapport à nos créneaux, nos horaires, parce que le mardi 15h et jeudi 17h, souvent les enfants et les adolescents sont à l'école. Les adultes ont peut-être plus de temps libre, peut-être par rapport à la pandémie, parce que télétravail, ou bien sûr les personnes en structure sociale qui, elles, souvent ont un temps spécifique où elles peuvent justement appeler à l'artiste et profiter de ce dispositif. Donc voilà, on essaye de diversifier au maximum et de faire vraiment des créneaux tout public pour inviter les gens justement à se renseigner sur le dispositif, quel que soit leur âge. Donc voilà, on a principalement un public assez âgé. Puis c'est intéressant aussi de préciser qu'on a une diversité aussi de provenance, hein, géographique, des personnes, et ça, c'est une certaine richesse. Je pense qu'il y a dans ce que nous on propose, il y a peu d'espace où on peut retrouver à un même instant T, autant de gens de provenances différentes, et ça, c'est des formes de voyage immobile aussi qu'on peut proposer, aux personnes en difficulté, donc c'est intéressant. Et c'est aussi, l'occasion pour nous, de créer, une synergie aussi dans la façon dont on fonctionne, entre nous, Culture du Cœur, puisqu'on est un réseau de structures, de 34 associations indépendantes, mais qui sont toutes mobilisées, alors à différents degrés, sur le dispositif. Certaines sont simplement, diffuseurs, auprès de leurs relais sociaux, et puis il y a un certain nombre de structures, comme Culture du Cœur, en Île-de-France, Culture du Cœur Pays de la Loire, et puis Culture du Cœur 38, qui sont programmateurs à nos côtés, et ça crée vraiment une synergie de travail qui est assez intéressante, du point de vue de réseau, qui à mon avis, nous amène plus loin aussi dans la réflexion, sur la médiation culturelle, sur l'innovation, sur, la manière de mobiliser, de donner envie au public de rallier ce type de support. Donc je pense que là, on va travailler bientôt sur l'évaluation. Je pense que c'est des expériences qui sont très, apprenantes aussi pour nos équipes. Je sais pas si Christine devait peut-être partir. Non, 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 La non. laisser. Mon invité, mes Ah! invités arrivent à 12h30, donc ça va. Le repas est prêt et la table est mise. Je te remercie. Je voulais vous proposer quelque chose, c'est pas du tout en termes de lire ce texte, mais vous lire, j'en avais parlé avec Alice, lire éventuellement le texte que j'ai lu à l'Artiste et vous dire un peu comment ça s'est passé. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un élément concret. C'est le deuxième texte que j'ai choisi après que le premier texte choisi est convenu aux personnes, et je leur ai demandé, je leur ai dit voilà, quand je les ai eu au téléphone, alors c'est pas tant pour mettre en valeur ce texte que j'ai écrit il y a 20 ans, hein, mais c'est pour vous dire un peu ce qui s'est passé là-dessus et pour pouvoir avoir aussi un peu de contenu, simplement pour vous dire un peu quels étaient les contenus possibles. Je veux bien, même si Christine, tu voulais lire un texte, que tu commences peut-être, si tu veux, mais tu n'es pas obligé, je veux pas non plus, vu que ce n'était pas prévu. Euh, Non, mais alors, je vais le faire. Comme ça, oui, ça va déclencher quelque chose. oui. Et puis, on va voir. Voilà. Non, mais Merci. c'est toujours un peu gênant de lire un de ces textes mais je le lis pour des raisons pratiques. Voilà. Après m'être bien excusé, je vais pouvoir le lire. Alors, j'avais écrit la Libye. Quand on m'a demandé, en fait, parce que j'avais écrit il y a 20 ans 70 textes de femmes, destinés à des femmes. Et Céline, la secrétaire générale Culture du Cœur, m'a dit ce serait bien que tu en lises un. Parce que c'est très adapté, c'est un public de femmes, etc., les ayant lus il y a une vingtaine d'années. Et la Libye, c'est l'histoire d'une femme qui assiste à une dispute d'un couple d'amis à elle, et elle a l'impression à un moment que ce couple d'amis se met en spectacle devant elle, et qu'a besoin de cette femme à qui on n'a jamais rien proposé, qu'elle soit là simplement pour valider leur présence. Donc c'est ce que je disais au début
disais ça, peut-être je ne vous l'aurais pas dit de la même façon à des étudiants, etc. Je disais ça parce que je me dis, il y a quand même, ça va durer 10 minutes et c'est long. Voilà. Alors voilà comment je commençais. Donc la Libye, en les regardant se disputer devant moi, j'ai commencé à penser que je devais partir. Sans effort, je suis resté. Si l'un des deux attaquait, je me forcerais à intervenir. Ils étaient là devant moi, mon couple d'amis préférés, Sylvie et Francis, qui hier encore semblaient tant s'aimer. Ils étaient pris là, dans l'irréversible de leur colère. Peut-être avais-je eu tort de dormir chez eux, de rester jusqu'au matin, mordre sur l'après-midi pour commencer une partie de Scrabble que j'étais en train de gagner à l'instant où la dispute s'est déclarée. J'aimerais bien partir, mais Francis a les bras trop forts pour laisser Sylvie toute seule. Elle aussi me semble à présent tellement imprévisible que je n'ose imaginer la suite si de sa manche elle sort tout type d'objet pointu que l'on trouve dans un appartement bien équipé. Aucune mesure dans leur regard, aucune mesure pour penser que l'avenir de cette querelle sera meilleur. Alors je reste là, je n'existe pas. Ce qui se passe ne doit pas me troubler et je dois garder mon sang-froid au cas où il faudrait intervenir. Je me plais à envisager tous les moyens de rétablir l'amour dans un couple après tant d'insultes et de ressentiments. Je m'amuse à préparer 3 phrases de consolation qui, sans prendre parti, pourraient les réconcilier. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne fait attention à moi. Sans m'ennuyer, j'observe l'évolution de leur querelle, où toutes les secondes semblent se gonfler d'énergie. Il faut les imaginer, les deux, penchés en avant de la même façon et situés assez loin, comme s'il y avait une limite à ne pas dépasser. Étrangement, chacun prend le temps d'attendre que l'autre ait fini pour, avec une rage soutenue, aiguiser chacune de leurs répliques. Francis a cette façon d'écouter Sylvie comme s'il se donnait une chance de la calmer. Elle, de toute évidence, ne cherche qu'à attiser sa colère avec des mots injurieux que je ne lui connaissais pas. Ce qu'elle ignore, c'est qu'en l'insultant de façon systématique, elle le rend heureux, oui. En faisant monter la colère, elle fait monter le plaisir qui se voit sur le visage de Francis. Proche de l'extase, Francis s'apprête à trouver les raisons savoureuses de s'oublier. Chacun des faits qu'elle rapporte à haute voix sont comme lancés au-dessus d'une barrière invisible, la limite imaginaire qu'ils se sont donnés à respecter. Si ce qu'elle vient de dire est fondé, cela réussirait à remettre en cause mon amitié pour Francis. Mais il me semble peu probable que, comme elle l'affirme, il montre régulièrement ses parties génitales à la voisine d'en face, jusqu'à l'ultime extase. Non, toutes les répliques de Sylvie sont de l'ordre de la transe qu'elle laisse monter pour nourrir sa colère. Dans cet étalage de fausse intimité, j'ai envie de dire à Sylvie, ça suffit maintenant. Mais dans mon visage, rien ne le montre. Je dois rester calme. Le ton qu'adopte Francis m'effraie un peu. Je devrais me lever, hurler en feignant une douleur subite ou entonner un chant révolutionnaire irlandais, détourner leur attention en les faisant douter de mon équilibre mental. Si Sylvie était apte à apprécier l'avant-bras tendu de Francis, je crois qu'elle cesserait de poursuivre sa logique de provocation. Ce bras que toute l'Espagne admire va peut-être frapper Sylvie maintenant. Il ne l'a jamais frappé devant moi et je doute qu'il l'ait fait un jour. Cependant, je ne peux m'empêcher de penser que ce à quoi j'assiste est unique dans leur histoire d'amour. Dire que cette dispute m'est intolérable serait un mensonge. Francis, qui a toujours su comment s'habiller au plus mal, porte un pantalon à pinces de flanelle et, avec cette chaleur, une chemise velours noire doublée d'un tricot orange. Pour compléter ses fautes de goût, il est chaussé de Santiago reluisante en cuir noir. Sylvie a mis une jolie robe printanière constellée de fleurs colorées. À ses pieds, des sandales que je lui ai offertes à mon retour d'Espagne. Nous avons la même pointure. Une souterraine envie qu'il se passe quelque chose commence à me hanter. J'aimerais bien qu'il se tape dessus. Moi qui ai toujours un peu peur des disputes, moi qui change de trottoir dès qu'une querelle s'ébauche, je suis presque satisfaite de la scène. Ce sont mes amis et je devrais plutôt rêver à les voir heureux, présager leur réconciliation et m'en réjouir, mais là j'ai envie qu'ils se butent. Le regard plein de haine de Francis me procure une étrange sensation, un contentement que je tente de réfréner sans succès. Pour moi, j'aime avoir peur et j'en ai honte. Je me rassure immédiatement en songeant que l'imminence d'un événement participe toujours d'une petite excitation. Leurs gestes sont de plus en plus frénétiques et je peux affirmer que tous les deux n'ont pas décollé les pieds du sol comme si c'était interdit, comme si c'était un jeu. Francis lève le poing et pendant un instant, je crois qu'il est extensible. Devant moi, il vient de perdre au jeu des pieds collés et il me semble qu'il va se rapprocher de Sylvie. Je ne peux réprimer un petit « oh », mais je ne bouge pas. Il faudrait que je me lève pour l'interdire de faire quoi que ce soit. Sylvie est mon amie, nous avons passé toute notre scolarité ensemble. Elle m'a toujours aidé en mathématiques, mais l'irrésistible envie qui la frappe me revient sans cesse. Au lieu d'agir en regardant l'état de notre partie de Scrabble, je pense à cette lettre de rupture que m'avait confiée Sylvie quand nous étions au lycée. Il fallait que je la porte à Francis alors qu'ils étaient ensemble depuis 3 semaines. Je me rappelle aussi comment, juste à temps, elle m'a demandé de la détruire. Je ne l'ai jamais fait, je l'ai toujours là.
Le point levé de Francis semble s'éterniser. Il me laisse tout le temps d'intervenir, mais je ne fais rien. Francis m'a même regardé l'espace d'un instant. Il m'a regardé l'espace d'un instant, ou peut-être a-t-il pendant quelques secondes juste détourné le regard pour s'empêcher de la frapper. À présent, la dispute est plus importante que ma gêne, mon embarras. Plus de règles, leurs paroles s'interfèrent. J'ai une envie absolue qu'ils s'étripent et se fassent mal. Prête à hurler des encouragements, je me ressaisis et chasse toutes ces pensées. Je repense à ce couple qui a toujours été délicat avec moi et en regardant leurs 2 tasses de café à moitié entamées, me vient une idée louable. Pour rappeler de tous mes vœux leur réconciliation, d'un geste solennel et rituel, je renverse la tasse de Francis dans celle de Sylvie en y croyant très fort. Je suis fier de moi quand cette envie innommable me reprend. Il faut dire que les intentions de Sylvie sont de plus en plus scabreuses, comme si une envie de suicide l'habitait. C'est au tour de Francis de perdre la raison. Il raconte vraiment n'importe quoi. Les insultes ponctuées d'informations et de souvenirs qu'il profère à voix haute ne seraient d'aucun intérêt si elles ne révélaient des détails assez croustillants sur l'intimité de Sylvie et Francis. Me vient à cet instant une envie déraisonnable. J'enlève une de mes chaussures, la mets sur la table et peux mesurer à leur indifférence à quel point ma présence leur est utile. Mon courage me fait dégrafer l'un de mes bas, aller jusqu'à dénuder ma jambe gauche, et mon sens des convenances me fait aller un petit peu plus loin pour voir s'ils font attention à moi. Le rouge à lèvres vermillon de Sylvie et les chaussures cirées de Francis reluisent abondamment pour me faire oublier le reste, et de tout mon être, j'ai l'impression que la chaussure droite de Francis, qui s'est toujours vantée d'être ceinture noire de kung-fu, va s'écraser sur la joue de Sylvie en un mawashi guéri non mortel, mais qui entraînerait un jet de sang inscrit dans le prolongement vermillon du rouge à lèvres. Francis va frapper, j'en suis sûr maintenant. Je ne fais rien. Au dernier moment, son poing va se loger dans le mur. C'est effrayant, le coup qu'il a donné. Il a dû se faire mal. Sylvie a perdu au jeu des pieds collés, au sol. Je l'ai vu, son pied droit s'est légèrement soulevé avec une résistante hésitation. Elle était vraiment prête à tout. Pour éviter de lui faire de mal, il vient d'endommager le mur. Quelle classe, quelle maîtrise de soi. Le kung-fu, bien sûr. Au seuil de la colère, Francis s'est retenu et m'a dispensé de bien des remords. Un tel coup, pauvre Sylvie, j'aurais un petit peu regretté. C'est parce qu'elle l'aime qu'elle regarde pendant quelques secondes le poing de Francis. C'est parce qu'elle l'aime que pendant quelques secondes, son visage est redevenu celui d'hier. Je me dirige à présent vers le bar. J'adore le whisky. Après avoir vérifié la propreté du verre, je le lave quand même. Puis prête à siroter mon verre, je pousse tous les jetons de Scrabble, j'en fais tomber la moitié par terre et je m'assieds sur la table en tailleur. Je voudrais écouter le générique du feuilleton Ma sorcière bien-aimée, il me rappellerait tous mes souvenirs d'enfance. Je songe à ce temps où j'accompagnais mon père chez sa maîtresse alors que nous étions supposés aller au jardin. Elle me donnait toujours le même livre à lire et face à la porte d'entrée, j'étais heureuse de le retrouver pendant que mon père et elle, à entendre les bruits qu'il faisait, s'amusaient follement. J'étais déjà un alibi. J'ai compris assez vite pourquoi je ne devais pas rentrer. Mon père le voyait bien dans mes yeux et quand son ami me donnait la responsabilité de garder la porte et de les prévenir au cas où les voleurs arriveraient, il disait « Ce n'est pas la peine de lui raconter tout ça ». Dans cette remarque reposait un tel poids, un tel amalgame de considération et de lassitude que j'ai toujours pensé qu'il était malheureux, mon père. Je voudrais que ce soit toujours le début des choses, quand on a encore le temps. J'aimerais me retrouver hier, au début de la soirée, heureuse de retrouver mon couple d'amis préférés, avec cette sensation de chaleur, de repos et de sécurité qu'il me donne. Je voudrais que ce soit le début, je voudrais toujours que ce soit le début. Si je n'existe qu'à travers leur échec et leur réussite, c'est que je suis l'alibi, l'éternel recluse qui leur permet d'avancer. Je peux attendre et vieillir sans me soucier. Je pèse le pour et le contre en regardant ceux qui ne sont plus malheureux que moi. Le plus étrange est de continuer avec la mélancolie de ceux qu'on n'a jamais vécu. Ce que vivent les autres pourra me servir demain. J'envisage, avec la certitude qu'il va se passer quelque chose et qu'il faut être prête. Tout est bon pour moi et pourtant, être utilisé et pourra être utilisé demain. Une vie comme la leur, je pourrais la connaître bientôt, même si je commence à douter qu'un jour, il y aura quelqu'un pour trouver un quelconque intérêt à se disputer avec moi. Voilà, c'était un petit texte qui a été lu. Alors, je l'ai lu comme ça, excusez-moi, ce n'était pas un exercice facile, mais quand j'ai lu ce texte-là à 2 reprises, il y a 3-4 personnes qui m'ont dit, voilà, alors c'est, encore une fois, il faut avoir gardé le maximum d'humilité par rapport au texte, mais ils m'ont dit, c'est ce qu'on vit quotidiennement, nous n'existons plus. Nous n'avons plus de centre social, nous sommes devenus essentiellement spectateurs de nos vies,
et nos vies. Et j'étais troublé, c'est sur le conseil d'une amie que j'ai lu ce texte-là, parce qu'en fait, ça a touché, ça a fait écho à tout ce qui se dit sur la République des Invisibles, etc. Enfin, toutes ces questions-là. Et voilà le type d'expérience, le type de débat qu'on peut avoir avec les personnes après la lecture d'un texte qui, je l'espère, n'était pas trop long. J'en ai sauté une partie à un moment parce que je me disais que c'était vraiment trop long. Voilà. Voilà. Je ne sais pas, Christine, qu'est-ce que tu peux dire là par rapport à toi, par rapport à tes propositions, à ce que tu as… À mes propositions pendant le… Oui, in situ. In situ, oui. Oui. J'ai beaucoup de personnes de mes connaissances. Hein. Bon, voilà, on se passait des coups de fil, on se faisait des apéros Skype, tout ça pendant le premier confinement, et qui me disaient, oh, dis donc, Christine, j'espère que tu vas nous créer un spectacle sur le confinement. J'espère que tu vas créer un spectacle sur la Covid. Mais non, non, non. Pourquoi est-ce que je créerais quelque chose sur un moment difficile, compliqué, qu'il ne tient qu'à nous? Alors attention, hein, je vais peut-être dire des choses qui vont vous choquer, mais on fait comme tout le monde, on a tous vécu des coups durs dans nos existences. J'essaye toujours de faire de sorte que ces moments-là soient des moments qui nous nourrissent, qui nous fassent grandir, que ces moments-là soient des coups de pied dans le derrière, et quand il y a une porte entrouverte devant toi, où tu frappes et tu demandes y a-t-il quelqu'un, puis-je entrer, ou tu la fermes en la claquant vivement. Moi, j'ai toujours pris l'habitude dans ma vie de pousser la porte. Parfois, j'ai pris des claques dans la figure, mais la plupart du temps, ça m'a nourri et j'ai fait de belles rencontres. Donc, faire un spectacle sur la Covid, un spectacle sur le Corona, non, parce que les gens que je pouvais contacter par téléphone, les soirées, parce qu'on se faisait quand même, je l'avoue, on se faisait parfois des soirées entre copains, on se racontait des histoires qui nous faisaient du bien. On se racontait des histoires qui nous donnaient un peu de lumière, un peu de chaleur, et on proposait des choses, bien sûr, qui pouvaient inciter à la réflexion, et et si tu le permets, je vais… Petit conte qui sera beaucoup plus court, hein, si vous me le permettez. Désolé, j'ai fait trop long. Non, je t'en prie. Non, je t'en prie. Pour moi, ça n'a pas été trop long, ça a été seulement trop rapide. Tu sais, moi, il faut que je crée mes images et voilà, ça a été… Mais bon, c'était une belle découverte. C'est une femme qui va se promener, je vais vite, hein. C'est une femme qui va se promener en forêt. Elle se tord le pied et elle ne peut plus marcher. Donc, elle se repose et arrive un lion. Et ce lion se dit ah, ma lionne m'a déjà donné à manger aujourd'hui, je ne vais pas la dévorer. Et je vais montrer que je suis le grand roi des animaux, je vais être magnanime. Tiens, je vais la soigner, cette femme qui souffre. Et le lion soigne la femme pendant des jours et des jours. Et au bout de quelques jours, la femme va mieux, elle peut se lever et elle retourne dans son village. Et quand elle retourne au village, le lion la suit en disant tiens, un peu cabotin, hein, tiens, je vais voir ce qu'elle va dire de moi. Et quand elle arrive au village, on est heureux, on fête son retour, on l'embrasse, on l'enlace. Et là, ce qu'elle dit du lion, c'est mais qu'est-ce qu'il pue! Mais qu'est-ce qu'il pue! Le lion retourne dans la forêt, blessé par ses paroles, et quelques jours plus tard, il recroise la femme, heureuse de le retrouver, et il lui tend un couteau, puisque chacun sait que le lion a dans sa poche un couteau, bien sûr, et il lui tend un couteau, il lui dit frappe là, sur l'épaule. Elle lui dit frapper? Pourquoi? Frappe sur mon épaule, donne-moi un coup de couteau. Elle refuse, il insiste, il grogne, elle le fait, et le lion dit à la femme reviens demain. Le lendemain, elle revient, la plaie est épouvantable. Le second jour, il l'invite à revenir. La plaie est toujours énorme, gonflée. Au bout de quelques jours, voilà, c'est horrible, il y a des tas de vers, etc. Bref, des semaines plus tard, la plaie est refermée, la fourrure a repoussé, et la femme lui dit, je suis heureuse, je vois que tu es guérie. Et le lion lui dit, oui, je suis guérie de cette plaie que tu m'as fait avec ton couteau, mais la blessure que tu m'as faite à l'âme et au cœur, en disant à ton peuple que je pue, en tout remerciement pour l'aide que je t'ai proposée, cette plaie-là n'est pas guérie et ne guérira pas. Parce que sache qu'avec les mots, on fait souvent bien plus mal qu'avec une arme.
Voilà, tu vois, c'est ce que Oui. c'est ce que ta lecture a créé enfin, a appelé comme conte dans ma tête. Bon, je lis très peu, hein. Moi, je lis très peu, je raconte. Bon, pardon pour l'approximation et la rapidité du conte. En tous les cas, je crois que euh, s'il y a quelque chose, nous, qu'on nous demande, je reviens sur les petites choses un peu avant. Quand on va faire un spectacle et qu'on a devant soi 50, 70 personnes, on ne fait pas passer on ne demande pas aux gens de remplir un questionnaire à l'entrée de la salle de spectacle. Devant toi, tu as des gens qui ont vécu des drames, qui ont vécu la maladie, qui ont vécu dans leur famille des suicides, du chômage, des situations de handicap, des personnes en grande fragilité. Et effectivement, comme cette personne pendant la pièce de théâtre qui a réagi, comme le migrant qui a réagi sur Harry Potter, tu ne sais pas ce que tes contes vont solliciter comme émotion en face de toi. En tous les cas, nous, notre boulot, les conteurs, c'est d'être honnête envers notre proposition. Nous respectons notre conte, nous respectons le public, nous respectons qui nous sommes, et le conte que nous proposons est un conte que nous avons rencontré, qui nous a parlé, qui nous a émus et que nous avons envie de partager en toute sincérité. Et moi, je me souviens d'un stage avec Michel Hindenock que j'ai fait il y a 20 ans. Et Michel Hindenock nous disait, soyez toujours honnête envers votre public, votre compte et envers vous-même. Et ce qu'a dit Michel m'a toujours habité. Et ce qui fait que même si les gens réagissent à ton compte, même s'il les a blessés, même si effectivement ils peuvent quitter la salle de spectacle ou s'ils peuvent raccrocher pendant Allo l'artiste, en tous les cas, nous, il est de notre mission, dans ce qu'on propose, d'être toujours honnête. Tu vois, c'est pas un calcul, c'est pas de l'opportunisme. Non, je ferai pas de spectacle sur la Covid, mais tout ce qu'on propose, enfin, dans ce que moi je propose, c'est dans les contes, c'est la famille, le travail, l'amour, la passion, le respect de la nature, le respect des autres. Et cette honnêteté fait que dans tout ce qu'on propose, on est dans un message spontané et spontané et réfléchi. Donc cette personne qui a fait son coming out en public, bon, elle en avait besoin hein, de ce qu'on propose. Voilà, il faut qu'on en prenne la responsabilité. Alors, enfin, voilà, j'ai été un peu longue, mais avec nos mots, on peut faire beaucoup de mal. Mais moi, je suis persuadée dans ce que nous proposons, c'est que on n'est pas là pour faire du mal, on est là pour solliciter des images, des réflexions, éventuellement un débat si c'était possible, mais en tous les cas, on le fait honnêtement. Voilà, honnêtement et avec le respect de ce que nous sommes et le respect de l'autre. Oui, Voilà. si je puis me permettre, Christine, sur ce que tu dis, il y a quelque chose qui fait aussi écho à des principes de culture du cœur, c'est-à-dire de ne jamais réduire un public à son identité, sa condition, ses besoins présumés. C'est-à-dire, on ne va pas proposer systématiquement des spectacles sur l'Afrique à des femmes d'Afrique subsaharienne. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles puissent aussi voter en touche, quoi, qu'elles puissent. Voilà. Voilà. Et tu ne sais pas, bon, sauf bien sûr si tu sais que tu vas dans la classe de CM2 de l'école Pasteur de Saint-Omer, hein, puisque je suis voilà, dans le Nord-Pas-de-Calais, ok, tu as un public captif, d'accord et moi, les enseignants, je ne leur demande jamais de me donner les caractéristiques du groupe que je vais rencontrer, tu vois, mais je sais que j'aurai affaire à des gamins de tel âge et on me demande de faire un spectacle sur le thème, bon, voilà, de l'Afrique. OK. Mais sinon, quand tu es devant un public que tu ne connais pas, bah, voilà, quoi, tu proposes ce que tu portes. Hein, tu proposes ce que tu aimes, ce que tu portes avec toute ta générosité. Et là, bah oui, tu ne calcules pas. Tu n'es pas dans l'opportunisme du conte. Voilà, tu n'es pas là, t'es pas là pour séduire, tu n'es pas là pour te mettre en avant. Tu es là pour faire passer une histoire, tu es là pour, hein, tu es porteur de parole, tu es passeur de parole. Il y a une littérature orale qui aurait certainement disparu si on avait eu tous ces collecteurs extraordinaires qui sont allés de partout dans le monde et qui nous ont ramené des choses. Nous, on a la chance d'avoir cette parole, on continue à promouvoir ces textes fondateurs de la littérature orale. On a cette chance extrême, mais on est, voilà, on ne peut bien proposer que ce que l'on aime. Et de toute façon, s'il y a une histoire que tu n'aimes pas, qui ne te parle pas,
laisse-la de côté, quoi. C'est pas le moment de la raconter. Tu ne vas pas bien la proposer, tu ne vas pas la servir du mieux que tu peux, donc tu la laisses de côté et tu y reviendras plus tard. Parce que dans 5 ans, tu seras différent, parce que dans 5 ans, tu auras une expérience de vie autre, peut-être qu'à ce moment-là, elle résonnera différemment. Mais si elle ne résonne pas, tu ne la proposes pas. Tu ne fais pas dans l'opportunisme, tu proposes ce que tu aimes et du mieux que tu peux. Et tu sais que tu feras en principe, tu feras naître des images et des échos, et, ou pas. Ou pas. Il y a des gens qui ne te reçoivent pas parce qu'ils ne sont pas prêts, mais voilà, honnêteté. Voilà, c'est le maître mot, je pense, de ce que je propose et de ce que nous proposons. Oh, je m'emballe, je m'enflamme. C'est bien aussi. Et Alice, Monia, peut-être il nous reste à peu près 10 minutes. Si on a des questions, c'est intéressant aussi. Je pense qu'on Je a, pense on qu'il y a, a des questions. on a bien déplié le projet, en fait. Mm. Moi, j'aurais une question tout à l'heure, Alice. Quels sont Oui, les partenaires qui se sont intéressés à LOL Artist et pour quelles raisons? tu parles des Les partenaires partenaires institutionnels, etc. financeurs. Voilà. Oui, parce qu'il y a Bah, c'était compliqué à. oui, enfin, on a eu très vite quand même des gens qui se sont intéressés, notamment la NCT qui a financé la première partie du dispositif, à la première phase, l'Agence nationale à la cohésion des territoires, donc notamment la politique de la ville, parce que vous savez, les quartiers ont souffert énormément de l'isolement, et un peu à la double peine pour eux, la précarité et l'enfermement. Et aussi décrochage scolaire, enfin il y a eu vraiment, tous les curseurs étaient un peu au rouge, quoi, et du coup, pour eux ça a été un vrai plus, quoi, de proposer, et de financer ce dispositif. Après on a eu une fondation, familiale, j'oublie, CASA, pardon, aussi. Donc on a aussi bien, attiré finalement des financeurs, privés que publics. Faut le préciser, c'est parce que là aussi c'était, ça leur semblait vraiment, original, assez inédit, comme dispositif, et puis vraiment, répondre à un besoin, contextuel, quoi, et je pense tout que ça soit la société, enfin civile, qui voilà, on a vu les citoyens et les artistes citoyens, s'engager fortement, les bénévoles, mais aussi, le secteur privé et les institutions. Il y a un gros réseau aussi, un gros bailleur social, bon, je ne vais pas dire son nom pour l'instant parce qu'on est en pourparlers, mais qui souhaite, financer, dans la durée, ce dispositif pour les habitants, qu'ils logent et qu'ils accompagnent. Donc, on voit que ça répond vraiment ça fait sens, pour pas mal de gens, qu'on recherche aujourd'hui, dans ces contextes très difficiles, des espaces vraiment de lien social, quoi, et de plaisir aussi, parce qu'il y avait le droit au plaisir, dans ces périodes, de fortes contraintes, il est très, très important. Hem et voilà, donc on n'a pas fait trop d'efforts, on n'a pas eu à batailler, des mois et des mois. C'est remarquable, quoi. On a eu, à la fois cette solidarité, spontanée de tous les artistes, de tous les travailleurs sociaux qui sont mobilisés, les institutionnels qui ont suivi. Donc vraiment, un grand merci à tout le monde, et puis aussi à tous ces jeunes en service civique qui ont rallié le mouvement pour animer. Voilà, je sais pas si ça peut être un beau mot de la fin, mais c'est-à-dire que, il faut défendre aussi ces espaces, qui sont des espaces de plaisir, d'inattendu, d'impromptu, de rencontres, et qui offrent, des alternatives à des formes peut-être plus classiques quand même, hein, plus conventionnelles, qui peut être une sortie au théâtre ou au cinéma. C'est d'autres façons de penser le rapport à l'art, hein, et le rapport aux autres, et voilà, ouais, peut-être je peux vous citer pour finir, Serge, je ne sais pas si on a encore Ouais, bien quelques sûr. minutes, un Ouais, témoignage, parce que ouais, ouais. rien de mieux que de Donner la retranscrire la parole aux parole plus des auditeurs. personnes. Un tout petit témoignage. Je ne sais pas si Monia, tu voulais le lire. On peut aussi se partager. Moi, j'en lis un et tu en lis un deuxième. Je ne sais pas si Ouais, tu les pas as de sous les souci. yeux. Ouais, ouais. Allez, j'en lis un tout petit. Il y avait des gens de Paris, des gens de Marseille, des gens d'Angers. On a écouté des textes et puis on a discuté tous ensemble en se posant des questions. Ça m'a fait du bien. Au niveau moral, ça m'a permis de penser à autre chose qu'au quotidien.
Tu veux enchaîner, Monia? Je vais en lire un petit peu plus long d'une personne qui écoute régulièrement Allô l'artiste. Bonjour, je reprends vie tous les mardis et jeudis au moment où j'appelle Allô l'artiste. Vous titillez ma curiosité car je ne regarde jamais le programme à l'avance. J'appelle et à chaque fois, quelle surprise. Un peu de folie, parfois de la douceur, de la joie et d'autres plus durs qui font réfléchir. Merci Proust, Maupassant. En lecture ou en chanson, le temps d'un instant, je voyage et m'évade oubliant mes douleurs. Ce dispositif m'a permis de découvrir de nombreux artistes et plein de nouvelles lectures. Waouh, les pépites et les grands mesdames, messieurs. Les programmations sont géniales, les intervenants et les bénévoles ont une énergie communicatrice. Quel beau dispositif. Continuez, c'est vraiment un super rendez-vous. Et Donc on peut voilà aussi, un petit citer témoignage. un artiste parce qu'ils ont été vraiment au centre de ce dispositif. Bon, j'en prends un au hasard. Les émotions sont passées, ont été perçues, les nuances et harmonies ont été entendues. Chacun a pu prendre la parole et a su être à l'écoute lors des échanges. Il y avait beaucoup de personnes seules. Belle expérience, on en ressort vivant et riche. Ouais, dernier. J'ai échangé, ce sont toujours des témoignages d'artistes. J'ai échangé avec une dame isolée à Paris qui est restée en ligne après que les autres aient raccroché pour parler en privé. Visiblement, les gens ont apprécié les contes. Cette dame a dit 10 minutes de passion, ce qui est un bien joli mot. C'est Katina Loukmidis. Pardon, j'ai pas cité les gens, je suis désolée. Voilà, parmi de nombreux témoignages qui montrent aussi à quel point tout le monde a pris du plaisir, hein, que ce soit les écoutants, les artistes, les gens qui animent, nous aussi qui écoutons les porteurs de projets, les institutionnels qui sont branchés aussi également. Tout le monde a vraiment pris beaucoup de plaisir.